Bonjour, on est le 12 décembre 2018. Commence à faire de plus en plus froid au niveau de la météo. Donc on a du brouillard givrant avec du givre. Bon, on s'attend un petit peu à plus de froid. Bon, euh, les jours qui vont arriver. C'est tout à fait logique. Parce qu'on arrive dans la période froide de l'hiver. Bon, ceci étant dit, voici une fonction. Rappelez-vous ce que c'était qu'une fonction. Je vous demande d'aller voir, soit je peux rappeler ce que c'est qu'une fonction, hein. Expliquer brièvement, bien sûr, pas en donnant la définition vraiment exacte, mais brièvement, si ici je joue avec des coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire que j'ai un x et un y. J'ai un ensemble de points de départ et un ensemble de points d'arrivée. Bon, ici, on a une représentation, bien sûr, graphique de la fonction qui va donner une allure que vous voyez ici. Mais la fonction, c'est tout simplement, bon, pour un x, je peux avoir bon, un y. Ça, je peux avoir. Pour un x, j'ai un y. Pour des valeurs qui ne possèdent pas de liaison, elle n'est pas obligée d'avoir un y. Ça reste une fonction. Maintenant, pour deux x différents, je peux avoir le même y. Ça reste toujours une fonction. Maintenant, ce que je ne peux pas avoir, c'est euh, pour un x, j'ai deux ou plusieurs y. Hein. Ça, c'est pas une fonction, ça. Donc, ça, c'est une fonction. Hein. Elle a la caractéristique d'une fonction. Par contre, ça, c'est pas une fonction. Maintenant, allez voir la définition exacte et vous allez voir ce qu'est une fonction. Donc, le y ne peut avoir au plus, enfin, le x ne peut avoir au plus une image. Voilà. Lui, il a une image, lui, pas d'image, donc au plus, c'est 0 une image. Donc chaque x ne peut avoir que 0 une image. Et c'est le cas ici, lui, il a une image, ce x-là a une image, ce x-là a une image, lui, il n'a pas d'image, lui, il a une image. Bon, voilà. Par contre, si ce x-là a plusieurs images, donc ça ne correspond pas à la définition de fonction, si vous voulez. Et une fonction, en fait, c'est la correspondance entre deux ensembles pour lesquels, je veux dire, il y a les caractéristiques que je viens de vous citer. Maintenant, là, on a affaire à ce qu'on appelle une représentation graphique. Représentation graphique, hein, au départ, voilà, d'ensemble de départ et d'arrivée que l'on met généralement sous forme de tableau, hein, en colonne ou en ligne, hein, on peut les mettre en ligne, hein, comme ceci. X, Y, à X correspond le Y. Et alors on fait un tableau de valeurs pour dessiner la représentation graphique de la fonction. Mais la fonction, elle est déjà là, mais j'aurais pu la mettre sous forme de patatoïde. Hein. Voilà, si je mets une valeur x1 là, j'ai une valeur y1. Si je mets une valeur x2, j'ai une valeur y2. Si je mets une valeur x3, j'ai une valeur y3. Si je rentre un x1, j'ai un y1. Si je rentre un x2, j'ai un y2. Si je rentre un x3, bon, j'ai un y3, pardon. Voilà, etc. Et là, j'ai bien la correspondance. Là, c'est bien une fonction. Et là, bien sûr, ça décrit aussi une fonction, mais mise sous forme d'un tableau. Alors que là, il est mis sous forme de patatoïde. Là, le tableau, il est mis sous forme de deux colonnes. Toutes les valeurs sont représentées sur colonne. Alors que là, les valeurs sont représentées sous forme de lignes. Alors, pourquoi fait-on ceci plutôt que ceci? Ben, c'est pour un espacement dans une feuille de papier. Sur une feuille de papier, on essaie de trouver de l'espace. Et donc, on peut utiliser voilà, un tableau de valeurs mis en ligne plutôt qu'en colonne. Voilà, ça c'est à la disposition de la feuille de papier, au niveau de la feuille de papier, au niveau de l'écran, au niveau de ce que vous voulez. Au niveau d'une page d'écran plus exactement. Bon, alors ici, on demande. On a bien affaire à une fonction, c'est bien une fonction, f.
f de x. Pourquoi? Parce que j'ai pris x en abscisse et y en ordonnée. On a bien la représentation graphique. Alors, dans la représentation graphique, on a ce qu'on appelle un système d'axes. On a l'axe x et l'axe y, c'est-à-dire on a deux axes. Hein, et on peut représenter dans le plan n'importe quel point de correspondance entre x et y. Donc on a affaire à ce qu'on appelle un système d'axes, puisqu'en fait il y a deux axes, x, y. Voilà. Et ici on demande dans, je veux dire, ce problème, de rechercher un sur f de x. Bon, c'est bien sûr qui sera notre fonction g de x. Bon, voilà. On demande ceci, de trouver, si vous voulez, 1 sur f de x. Connaissant f de x, on demande d'en rechercher 1 sur f de x. Bon. Tout d'abord, celui qui ne connaît pas la fonction là, il n'y a pas de problème, mais elle est connue. Hein. Tout le monde doit connaître cette fonction-là. Hein. Elle doit sauter aux yeux et elle doit être reconnue. Bien sûr, c'est une fonction qui est, on voit bien, périodique. Hein. Elle est périodique. Et généralement, lesquelles qui sont périodiques, mais ce sont les fonctions cyclométriques. Cyclométriques. Que sont, si vous voulez, sinus, cosinus, tangente, cotangente, coséquente, séquente, etc. Voilà, ce sont des fonctions cyclométriques. Donc, celle-là fait partie, bon, de ce qu'on appelle une fonction sinusoïdale ou cosinoïsoïdale. Bon, mais justement, est-ce qu'elle est, c'est une fonction sinus ou cosinus? Bon, et là, vous devez connaître, bon, ça saute aux yeux, les gens vont reconnaître tout de suite ce que c'est, mais ceux qui ne le savent pas, ils ne sont pas obligés de savoir pour faire l'exercice, de savoir ce que c'est. Mais je le dis. Je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est? Ben, ici, on a en 0, on a 0. En pi demi, en 0, on a 0. En pi demi, on a 1. En pi, on a 0. Hein, en moins pi qui est ici, on a 0. En moins pi demi, on a moins 1. Et en moins pi, on a 0. Donc c'est une fonction qui est, hein, si j'étudie, voilà, ça c'est une fonction, comme j'ai dit, cyclométrique. Cyclométrique, donc de 0 à pi demi, c'est le premier cadran. De pi demi à pi, c'est le deuxième cadran. De pi à 3 pi demi, c'est le troisième cadran. Et de 3 pi demi à 2 pi, c'est le quatrième cadran pour le premier tour donné. Et puis après, on va passer au second tour, troisième tour, etc. Voilà. Et là, ça, c'est si on tourne dans le sens, bien sûr, de l'orientation des angles positifs. Parce que si on tourne dans l'autre sens d'orientation des sens négatifs, ben on va voir dire la même chose, mais vers une tendance vers moins l'infini. Bon, ça veut dire que on va voir tous ces espèces de petits ponts, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, les mêmes, hein, ils sont les mêmes, ils sont vraiment les mêmes. Ce pont-là vaut ce pont-là, mais inversé. Ce pont-là vaut ce pont-là, mais inversé. Ce pont-là vaut ce pont-là, mais inversé. C'est tous des ponts inversés identiques. Donc, on va dire que c'est une fonction périodique. Périodique, dont le premier cadran, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans l'orientation des angles positifs, dans le sens inverse, le sens contraire des aiguilles d'une montre, parce qu'une montre ça tourne comme ceci, voilà, et bien dans le sens inverse, c'est le sens positif, l'orientation des sens positifs. Et là, j'ai ceci. C'est ce qu'on appelle, voilà, qu'est-ce qui va donner ces ondulations-là? Voilà. Pour un tour donné, c'est le K, le fameux K appartenant à Z. Bon, si K est positif, ben on va dans ce sens-là. Si K vaut 1, ben c'est le premier tour. Si K vaut 2, c'est le deuxième tour. Si K vaut 3, c'est le troisième tour. Si K vaut 4, c'est le quatrième. Maintenant, si K vaut moins 1, ben c'est dans l'autre sens. Hein. On est dans l'orientation négative. Voilà. Si K vaut moins 1, K vaut moins 2. Voilà. Donc, apparemment, je suppose que vous avez compris ce que c'est que cette fonction-là. Voilà, elle est apparente. Alors, elle est, si je prends de moins pi à pi,
on voit que, de toute façon, que ce soit de moins pi à pi ou de n'importe quoi à n'importe quoi, pour autant que ce soit symétrique d'un côté, eh bien, on voit que la fonction est ce qu'on appelle impaire. Impaire, pourquoi? Parce que elle passe par, on va dire, on a une symétrie par rapport à l'origine. On a une symétrie parfaite, une symétrie, bien sûr, par rapport à un point. La symétrie par rapport à un point, c'est la symétrie centrale. On a une symétrie centrale par rapport à l'origine. Et donc, on a une fonction impaire. Et donc, on a un retournement. Ce qui se retrouve ici parce qu'ici aussi, on a 4 cadrans, comme ici, hein, dans un système d'axes XY, on a 4 cadrans. Le premier cadran, c'est celui qui va donner les X positifs et les Y positifs. Donc, c'est ce cadran-là. Le cadran-là constitue le cadran numéro 1. Le cadran numéro 2, c'est ce qui est X négatif et Y positif. C'est le cadran numéro 2. Cadran numéro 3, c'est X négatif, Y négatif. Et cadran numéro 4, ce sont les X positifs et les Y négatifs. Donc, on a bien 4 cadrans. Voilà. Et donc, dans une fonction impaire, ce qui se retrouve au premier cadran d'un côté va se retrouver au troisième cadran de l'autre côté, puisque c'est impair, on a une symétrie centrale, ben, tout ce qui est ici va se retrouver là. Par contre, si j'avais la fonction qui était ici au quatrième cadran, ben, de l'autre côté, ça va se retrouver au deuxième cadran. Donc tout ce qui se retrouve au premier va se retrouver au troisième, et tout ce qui se retrouve au quatrième va se retrouver au deuxième. Voilà. Mais ici, pour la fonction qu'on a là, elle est décrite dans le premier cadran, ici, dans le premier cadran. On est dans le premier cadran, donc fatalement, bien sûr de 0 à pi. Donc de 0 à moins pi, elle sera dans le troisième cadran. Donc on a bien une fonction impaire. Bon, vous avez tout de suite deviné ce que c'était, hein, parce qu'une fonction impaire, une fonction cyclométrique, comme je vous ai dit, c'est peut-être sinus, cosinus, tangente, cotangente, conséquente, séquente. Ben voilà, c'est une parmi elles. Une parmi elles. Mais celle qui fait des ponts comme ça, c'est soit la sinus ou la cosinus. C'est soit la fonction sinus ou la fonction cosinus. Bon, mais on sait bien que, bien sûr, ici, on a 1. 1, 1. Voilà. 1. Ici, j'ai 1. Bon. Sinus de 0, ça fait bien 0. Sinus de pi demi, ça fait bien 1. Sinus de pi demi, sinus de pi, ça fait 0. Sinus de moins pi demi, ça fait moins 1. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de moins pi, voilà. Et la fonction sinus est une cyclométrique qui fait ceci. Donc, c'est bien la fonction sinus. Voilà. C'est bien la fonction sinus. Alors, on demande d'étudier l'inverse de la fonction sinus. Bon, l'inverse est très facile. J'ai vu une vidéo précédente qui parlait de l'inverse. L'inverse, mais l'inverse d'un nombre. Comment retrouver l'inverse d'un nombre entier, si vous voulez. Ici, c'est pas très difficile. Une fois qu'on sait trouver l'inverse d'un nombre entier, on sait faire trouver la fonction inverse au niveau. Vous n'êtes pas obligé de savoir que c'est la fonction sinus x, hein, je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de savoir ça pour tracer l'inverse. Mais si vous l'avez détecté, tant mieux. Hein. C'est la fonction sinus x. Voilà, c'est la fonction sinus x. Voilà. Où x est un argument, bien sûr, en radian. RAD ou RD. Hein. Radian, c'est RAD ou RD, ça dépend. Si vous utilisez toujours RAD, ben utilisez toujours RAD. Ne changez pas. Si vous utilisez toujours RD, mettez toujours RD, ça dépend. Hein, c'est votre choix. RAD ou RD pour radian. Donc le X, il est en radian. Et voilà. Ça va vous donner. Donc c'est bien une fonction, on va dire, de R dans R. Mais je dirais même que voilà, c'est une fonction de R dans l'intervalle. On va avoir un intervalle qui sera compris entre -1, 1. -1 compris. Voilà. Donc on peut mettre tout. Voilà, donc en fait elle est définie dans R pour X. Hein, je peux mettre n'importe quelle valeur dans X pour X, n'importe quelle valeur. Mais que pour les Y, mais on est compris entre -1, 1, -1 inclus et 1 inclus. Bon, 1 c'est le maximum. Hein. C'est ça que ça veut dire. 1 c'est le maximum. C'est borné. Il y a une borne. Il y a une borne ici. C'est borné, on ne sait pas dépasser cette borne-là. Donc on a un maximum et on a un minimum qui est -1. Donc voilà, cette fonction varie entre -1, 1. Donc c'est pas une fonction de R dans R, c'est une fonction de R dans l'intervalle -1, 1. Voilà. Et R, c'est ce que, voilà, c'est la fonction qui fait correspondre à X, un Y, 2 points,
qui est une fonction de r dans moins 1. Voilà, ceci étant dit, ben, il est facile, j'avais trouvé facilement, on a trouvé facilement comment construire l'inverse. Bon, l'inverse est facile d'un nombre entier. Bon, ici, pour 1, l'inverse de 1, mais c'est 1. Ça veut dire que la g de x, bon, si je prends un marqueur, une autre couleur, parce que c'est vrai que je n'ai plus tellement de marqueurs, l'inverse de 1, c'est 1. Bon, ça c'est facile. Parce que le seul nombre qui est égal à son inverse, c'est 1. Le seul nombre qui est son propre inverse, c'est 1. Donc, l'inverse de 1, c'est 1. Alors ici, on a des valeurs comprises entre 0 et 1. L'inverse, on va faire d'abord l'inverse de 0. Ici, on a le sinus de pi, ça fait 0. L'inverse de 0, c'est l'infini. Donc, ici, on a, pour l'inverse, on aura ce qu'on appelle une asymptote verticale. Là aussi, j'ai 0. Sinus de 0 vaut 0. Donc, j'aurai une asymptote verticale. Partout où j'aurai le sinus vaudra 0, on aura une asymptote verticale. Et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que, là aussi, là-bas aussi, etc. etc. Ce qui veut dire que si sinus x est périodique, ben la fonction inverse, on voit d'après le nombre d'asymptotes verticales que je vais obtenir, la fonction inverse sera, l'inverse de sinus x sera périodique. Bon, sinus x est périodique. Ce qui veut dire que l'inverse de sinus x sera périodique aussi. Maintenant, le sinus de 0, ça fait 0, mais l'inverse de sinus de 0 va donner des asymptotes verticales. Voilà, donc j'ai une infinité d'asymptotes verticales. Là où le sinus vaut 1, c'est-à-dire en pi demi plus de kpi, avec k appartenant à z bien sûr, hein. Eh bien, chaque fois j'ai 1, ben, l'inverse vaudra 1. Donc la fonction va passer par ici, va se passer par ce point-là, va passer par ce point-là, va passer, et ainsi de suite. Mais maintenant, chaque fois que le sinus vaudra, ça c'est quand le sinus vaut 1, quand est-ce que le sinus vaudra moins 1? Ben, en sinus moins pi demi plus de kpi. Voilà. Sinus moins pi demi plus de kpi, avec k appartenant à z, ben ça fera moins 1. Et là, l'inverse de moins 1, ça fait combien? Ça fait moins 1. Donc là, l'inverse, ça fera 1. Et là, l'inverse fera moins 1. Donc, 1, son propre inverse, c'est 1. Et là, le propre inverse de moins 1, ouais, quand je disais qu'il n'y a qu'un seul nombre qui possède, que son inverse est égal à lui-même, c'est 1, bien sûr en valeur absolue, parce qu'il y a 1 et moins 1 en signe. Il y a 1 et moins 1. Vous comprendrez que l'inverse de 1, c'est 1, l'inverse de moins 1, c'est moins 1. Donc, quand je parlais tout à l'heure que le seul nombre dont il est égal à son propre inverse, en fait, c'est 1 en valeur absolue, parce que c'est vrai qu'il y a plus 1 et moins 1. Voilà, c'est sous-entendu ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, pour moins 1, ben, l'inverse va passer par là. Ici, l'inverse va passer par ici. L'inverse va passer par là. L'inverse va passer par là. Voilà. Donc, c'est facile de trouver les inverses. Maintenant, voyons voir comment va se retrouver l'inverse de sinus x. Ici, de 0 à 1, on a ce qu'on appelle une croissance. Voilà. Mais, quand on a une croissance, bien sûr, ici, on semblerait provenir de l'infini. Ouais, parce qu'on se rapproche. Là, on recule. Le sinus recule par rapport à 0. Par contre, ici, le sinus s'approche de 0.
Donc, quand on recule par rapport au 0, ça veut dire que le problème du 0, ça me nuit. Ça me nuit. Donc, ça veut dire qu'on semblait provenir de l'infini pour revenir à des valeurs normales. Là, on s'approche de 0, ça veut dire qu'on va tendre vers on crée un problème qui va avoir une tendance vers l'infini. Et donc, je peux faire la même conjecture ici. Ici, le sinus s'écarte du 0, donc le problème commence à se résoudre. Je n'ai plus de problème avec l'infini. On commence à s'enlever de l'infini. Par contre, là, on s'approche de 0, on s'approche de l'infini. Et ainsi de suite. Ah oui, mais ici, c'est vrai qu'ici, ce seront des valeurs négatives. Je m'excuse. Là, ça va être une valeur négative, des valeurs négatives. Là, c'est positif, donc c'est ça. Là, c'est corps positif. Ça va donner ceci. Là, c'est négatif. Là, c'est négatif, donc on aura une branche comme ça, une branche comme ceci, une branche comme ceci, une branche comme ça. Bon. On a compris l'allure que ça va avoir, hein, parce qu'il suffit que je réunisse ceci. Mais on va l'entrevoir malgré tout au plus près, au plus profond. Ici, les valeurs s'approchent de 1. Voilà. Une tendance. Donc, si par exemple, si je prends une valeur ici, quelconque, entre 0 et 1, entre 0 et 1, par exemple, je prends j'ai vu les inverses, hein, j'ai vu comment trouver un inverse. Entre 0 et 1, par exemple, on invente, hein, 0,3. 0,3, c'est 3 dixièmes. L'inverse de 3 dixièmes, c'est 10 tiers, ce qui fait environ 3. Environ. 3 fois 3, 9, bon, je rajoute des flaflottes. Maintenant, si je passe à 0,4, j'aurai 4 dixièmes. 4 dixièmes, c'est son inverse. Ici, c'est la fonction inverse. Hein, inverse qui est 1 sur x. Ça fait 10 quarts. 10 quarts, c'est 10 divisé par 2, ça qui fait 5 divisé par 2, 2,5. Bon, maintenant, si je monte encore 0,5, j'aurai 5 dixièmes. Son inverse, c'est 10 cinquièmes. 10 cinquièmes, son inverse, c'est 2. Ça veut dire qu'ici, quand on augmente au niveau des valeurs, ici, les valeurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles diminuent. Donc, ça s'inverse. Donc, ce qui veut dire qu'ici, tout simplement, quand les valeurs vont monter de 0 à 1, les valeurs vont diminuer jusqu'à 1. Et quand vous aurez compris, quand les valeurs vont diminuer de 1 à 0, comme c'est inverse, ça va augmenter. Voilà. Donc, on aura la fonction inverse, g de x inverse, de sinus x, de f de x, ici, sera une fonction qui fait ceci. Voilà. Là, cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle la coséquente. C'est la coséquente de x. C'est la coséquente, puisque la fonction inverse du sinus, je viens de tracer ici la fonction coséquente. Qui est 1 sur x. 1 sur sinus x, c'est la coséquente de x. Donc vous venez de voir ici la coséquente de x. Ce qu'on appelle la coséquente qui s'écrit coséquente, qui est tout simplement l'inverse de la fonction sinus x. Et qui est une fonction périodique aussi, et qui possède des branches d'asymptote verticale. Quand le sinus est négatif, ben, la coséquente est négative. Fatalement. Si sinus x est négatif, la coséquente est négative. Quand le sinus est positif, la coséquente sera positive. Donc, quand le sinus est positif, la coséquente est positive. Les valeurs maximales. Ici, les valeurs maximales, quand on aura une valeur minimale pour le sinus, on aura par exemple moins 1. 1 sur moins 1 va donner moins 1. Mais va donner, quand on aura un minimum ici, on aura un maximum là-bas.
quand on aura un minimum en sinus, on a un maximum pour la coséquente. Quand on a un minimum pour le sinus, on a un maximum pour la coséquente. Maintenant, l'inverse. Si j'ai un minimum sinus de x, si le sinus x vaut 1, ben, l'inverse de 1, ça fait 1. J'aurai, quand j'aurai un maximum pour le sinus, j'aurai un minimum, puisque c'est l'inverse, quand j'aurai un maximum pour le sinus, j'aurai un minimum pour la coséquente. Quand j'ai un maximum pour le sinus, j'ai un minimum pour la coséquente. Quand j'ai un maximum pour le sinus, j'ai un minimum pour la coséquente. Voilà. Et donc, vous voyez que l'inverse du sinus, bon, maintenant, avant de bien voir la fonction conséquente, je vais effacer tous les détails pour bien voir la fonction conséquente et bien la tracer. Mais avant toute chose, je tiendrai à faire une remarque importante. Rappelez-vous ce que c'est qu'une coordonnée rectangulaire. Pour avoir une coordonnée rectangulaire, on entend dans le mot coordonnée rectangulaire, on entend rectangle. Voilà, on entend le mot rectangle. Coordonnée rectangulaire fait référence au mot rectangle. Généralement, on peut appeler ça coordonnée aussi cartésienne. Ou coordonnée cartésienne, rectangulaire. Voilà, enfin il y a un autre nom, mais je ne me rappelle plus, voilà, ça m'échappe. Coordonnée voilà, coordonnées rectangulaires ou coordonnées cartésiennes. Voilà, on va appeler ça comme ça. Voilà, enfin bref. Bon, mais les coordonnées rectangulaires font référence à des rectangles. Ce qui veut dire que pour avoir des rectangles, il faut déjà que j'ai une perpendiculaire ici. Donc il faut que le repère soit orthogonal. J'ai pas dit pour l'instant orthonormé. J'ai dit il faut déjà que ça soit orthonormé. Voilà. Une fois qu'il est orthonormé, je m'excuse. Une fois qu'il est orthogonal, hein, une fois qu'il est perpendiculaire, on aura, peu importe la norme, si je mets 1 ici et 1 ici, mais si je mets la, la valeur, je représente la valeur du point A qui est 2, 4, 2, 4 qui serait ici par exemple, et 4, le 4 serait là-bas, 2, 4, voilà, on a bien, je sais pas si on voit, 2, ah, ça c'est un peu trop grand, je vais prendre le 1 ici, 2, 3, et le 4 là, je sais pas si on voit, ah, on voit, donc ici, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2, 4 est formé par ce qu'on appelle un rectangle. Bien un rectangle. Voilà. Et j'ai dit que le repère était orthogonal. Hein. J'ai pas eu besoin de dire qu'il était orthonormé, parce que quand il est orthonormé, c'est quoi? Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. On verra qu'on aura des rectangles quand même. Or, normé, ça veut dire qu'on a les mêmes mesures ici. Le 1 et 1 sont à la même échelle. C'est-à-dire qu'on aurait le 1, 1 ici. Si je prends 1 ici, on aurait 1 là. Si je prends le 1 là, on aurait le 1 là. Voilà. Donc, les 1 et 1 sont à la même mesure. Voilà. Le vecteur de base en x et en y est de même mesure. Ça veut dire que deux unités auront la même mesure que sur l'axe des y de deux unités. Ils auront les mêmes mesures. Parce que ils ont la même unité de base pour engendrer tous les autres nombres. Mais voilà, ça c'est quand il est normé. Mais quand il n'est pas normé, ben, on a par exemple 1 qui n'est pas la même mesure que ce 1 là. Donc fatalement le 2 ici, ben, on aura deux unités ici, mais là on aura deux unités un peu plus loin, qui sera dépendant du 1 là. Voilà. Mais malgré tout, que ce qui soit normé ou pas, on a ce qu'on a affaire à des rectangles. À des rectangles. On a ce qu'on appelle des coordonnées rectangulaires. Alors, par exemple, si je mettais le point 1, 4, on va représenter le point B 1, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Voilà le point 1, 4. Mais là, ici, il y a bien un rectangle ici. Voilà. Bon, maintenant, je vais retomber sur le repère orthonormé. Ben, on va simplifier les choses. Voilà, l'orthonormé, c'est toujours, bien sûr, il y a 4 cadrans. 1,
Généralement, on enlève ces cadrans-là quand il n'y a pas de Y négatif et on enlève ce cadran-là quand il n'y a pas de X positif. Ce qui permet de positionner, je veux dire, le graphique comme ceci. Hein. Le graphique, il peut être sur un coin pour avoir une meilleure visibilité au niveau et un meilleur espace. Un meilleur espace, voilà. Quand il n'a pas de X négatif et Y négatif, vous pouvez le positionner, dire convenablement bien, dire sur un coin de votre page de feuille ou un coin de page d'ordinateur, voilà, une page d'une application, je veux dire, où on peut dessiner des graphiques ou coller des graphiques, ou peu importe, voilà, peu importe. On peut tout imaginer au niveau de la disposition de l'espacement de graphiques recherchés, comment positionner un graphique sur une feuille d'ordinateur, hein, ce qu'on appelle, voilà, il y a des feuilles d'ordinateur comme Word est une feuille, Word est une feuille, hein, enfin, à l'apparence d'une feuille, voilà, c'est à l'apparence d'une feuille sur, hein, parce que bien sûr tout est en mémoire, hein, vous allez me dire, ouais, ce qui est visible, bon, ça apparaît comme une feuille, bah oui, c'est fait en sorte que, comme si vous aviez une feuille. Mais vous n'avez pas une vraie feuille de papier, puisque c'est au travers de l'écran, vous voyez ce qui s'apparente à une feuille de papier, mais qui est, je veux dire, de la gestion mémoire. C'est la gestion mémoire, voilà, avec une vue d'un document. C'est ce qu'on appelle un document. Un document. Vous avez un document qui est tout un travail en arrière-plan, travail mémoire. Mais bon, sur feuille de papier, bon, vous avez un papier, un support papier, vous pouvez avoir du carton, vous pouvez avoir toutes sortes de types de supports, hein, vous pouvez dessiner sur de la pierre, hein, voilà, et justement les artistes, c'est ce qu'ils font. Et ils n'ont pas forcément comme support du papier, ils prennent comme support du bois, tous les types de matériaux sont les bienvenus pour faire du dessin, pour les artistes. Donc un graphique, c'est pas forcément, s'il y a des pays qui n'ont pas de feuilles de papier, ils peuvent faire ça sur de l'argile, sur du bois, avec ce qu'on appelle un encrier, un bâton pour ancrer. Bon, on n'est pas obligé de faire un graphique sur du papier. Il y a des pays qui n'ont pas forcément du papier voilà, en continu comme ça. Non, ils travaillent sur du bois et qui peuvent effacer l'encre. Voilà, il y a toutes sortes de possibilités. On peut travailler sur de la terre, on peut travailler. Voilà. Voilà. Donc ici, la meilleure disposition sur un cadrage qui vous serait, je veux dire, présenté, qui vous serait, dont vous devez faire en fonction du cadre, en fonction du support, mais le graphique, s'il n'y a pas de X négatif, Y négatif, vous pouvez reculer et le positionner de la meilleure des manières possibles. Voilà, la meilleure des manières possibles. Vous pouvez le centrer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, vous pouvez mettre au travers d'un gabarit, le positionner au travers d'un gabarit, pourquoi pas. Bon, voilà. Enfin, ceci étant dit, rappelez-vous que quand vous dessinez un graphique, il faut bien sûr mettre l'échelle en X, l'échelle en Y, bien sûr, il y a un titre et on peut avoir des remarques sur le graphique, etc. Hein, donc il faut laisser aussi de l'espace à pouvoir placer certaines choses. Hein. Hein, je veux dire, on ne place pas forcément un graphique n'importe où, n'importe comment, de n'importe quelle façon, parce qu'en fait, il faut, en plus de ça, pouvoir mettre le titre, voilà, l'échelle en X et en Y, et bien sûr, les remarques correspondant au graphique. Donc il faut quand même de l'espace pour dessiner un graphique. Il faut bien calculer son échelle, si vous voulez, pour bien qu'il soit, je veux dire, dans un support donné. Comme je vous ai expliqué, il y a tous les types de supports que vous pouvez utiliser pour dessiner un graphique d'une fonction. Et bien sûr, en prenant en compte qu'il va avoir un titre, une échelle, etc. à écrire, qu'il y aura des écritures, c'est ça que je veux dire, qui vont encombrer le graphique, mais ils n'encombrent pas, non, c'est à vous de trouver la disposition, l'espace pour que ça n'encombre pas et que ça fasse en sorte que ce sont des informations supplémentaires au graphique. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant je prends un repère orthonormé, hein, avec ses X négatifs, ses X positifs, ses Y positifs et ses Y négatifs, c'est-à-dire que j'ai 4 cadrans. 4 cadrans. Bien sûr, on parle de coordonnées rectangulaires, comme je l'ai dit. Bon, ici, je prends un repère orthogonal, mais qui est normé. Donc, 1, 1. Même mesure. Voilà. 2, 3, 2, 3. Mais pour une coordonnée rectangulaire, moi, si je prends, comme je l'ai fait tout à l'heure, le point 3, 3. Le point 3, 3, qu'est-ce que ça va donner? Ah, le point 3, 3, ça donne un carré. C'est représentable sur un carré. Vous allez me dire, c'est pas un rectangle. On dit coordonnées rectangulaires, on a un carré. Mais si,
Pourquoi? Parce que les propriétés du rectangle, si vous voulez, un carré, c'est un rectangle. Un carré, c'est un rectangle particulier, avec 4 côtés identiques. Un carré, c'est la propriété du rectangle. Mais le rectangle n'est pas un carré. Le rectangle n'est pas un carré, mais le carré est un rectangle particulier. Donc, quand on a un carré ici, on peut dire que c'est malgré tout un rectangle. Donc, la dénomination coordonnée rectangulaire est toujours bonne. Voilà. Coordonnée rectangulaire est toujours bonne. Donc, malgré qu'on a un carré. Et quand on aura un carré, bien sûr, pour 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 3. 4, voilà, toutes ces coordonnées vont donner le carré, mais le carré est en soi un rectangle, a les propriétés d'un rectangle. Donc, on peut appeler ça des coordonnées malgré tout rectangulaires, bien qu'on peut retrouver des carrés dedans. Voilà. Bon, maintenant, en coordonnées polaires, la coordonnée polaire, si je prends par rapport à la coordonnée, je vais faire une comparaison par rapport à la coordonnée rectangulaire. Donc, il me faut un repère orthonormé, encore une fois, pour donner des explications comme ceci. Moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, 1, 2, 3. On va remettre ça comme ça. Voilà, j'ai mis la même mesure ici pour les x que pour les y, donc il est normé, et il est perpendiculaire, donc il est orthonormé. Bon. Alors, on parle de coordonnées rectangulaires parce qu'on est des rectangles. Ben oui, par exemple, si je prends le point A, on va prendre le point 3, 4. X égale 3, Y vaut 4. Bon, donc je vais chercher le point 4. J'ai bien 3, 4 qui est un rectangle. Ici, on voit très bien qu'on a un rectangle. 3, 4 est bien un rectangle. Ceci étant dit, en coordonnées polaires, qu'est-ce que c'est? Mais par rapport à l'axe de X qui constitue bien sûr aussi, on a une origine, hein, ce qu'on appelle l'origine. Par rapport à l'axe X, on a un décalage d'angle. Enfin, un décalage d'angle. Donc, pour représenter le point 3, 4 en cartésien, par rapport au polaire, ben, il faut que j'aille chercher un angle qui valait en 3, 4. Et donc, on a le module d'un rayon vecteur qui est ici. Donc, on aurait un ρ θ, si vous voulez. Θ représente un angle en radian, et ρ, la mesure d'une distance qui doit être positive ou nulle, ne pas avoir de distance. Par exemple, le 0, 0 n'a pas de distance. Voilà, ce serait ρ égale 0. Voilà, un cas particulier. Mais généralement, ρ est positif. En général, est positif, mais peut-être nul, un cas particulier, mais peut-être jamais négatif. Ρ ne peut être. D'ailleurs, c'est quand on étudie les caractéristiques dans les repères polaires, c'est d'enlever tous les ρ qui sont négatifs. Vous ne pouvez pas prendre les ρ négatifs. Donc ça constitue un domaine de définition. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que c'est que en coordonnées polaires, c'est tout simplement d'aller chercher l'angle de la diagonale du rectangle. L'angle de la diagonale du rectangle. Et bien sûr, d'aller chercher la diagonale. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Regardez, ici je prends un autre point. Je sais pas, je prends 2, 4. 2, 4. On a bien un rectangle. 2, 4, on a bien un rectangle ici. 0 est construit sur la base de 0, 4, 4, 2, 4, 2. Voilà, 4, 2. Puis de ce point-là, je vais à ce point-là. Puis de ce point-là à ce point-là, j'ai bien formé un rectangle. Bon, maintenant, en coordonnées polaires, ben, c'est l'angle qu'il va y avoir par rapport à la diagonale. La diagonale. θ1 avec la mesure de la diagonale. Vous voyez, c'est chaque fois la diagonale du rectangle. C'est la diagonale du rectangle. Et θ, c'est l'angle de la diagonale par rapport à la référence d'axe OX. Donc, la coordonnée polaire, c'est tout simplement à faire la diagonale, mesure de la diagonale, et de l'angle de la diagonale par rapport, bien sûr, à la référence OX. Angle diagonal. Et la coordonnée rectangulaire, c'est parce qu'on a des coordonnées rectangulaires, c'est parce qu'on a comment dire, des rectangles. Coordonnées polaires, c'est par rapport aux diagonales du rectangle et l'angle de la diagonale. Donc, il est très aisé de passer de la coordonnée rectangulaire à la polaire, comme on peut passer de la polaire à la rectangulaire assez facilement, parce que connaissant les caractéristiques d'un rectangle, ben, on sait trouver les diagonales, fatalement, il n'y a rien de compliqué à ça. Connaissant les caractéristiques de diagonale, comme on a affaire à des triangles rectangles, on sait trouver facilement
les coordonnées rectangulaires. On peut passer de coordonnées rectangulaires à polaire rectangulaire. Il n'y a rien de compliqué à ça. Rien de compliqué. Voilà, ceci étant dit, pourquoi j'explique ça? Ah, mais revenons à nos moutons. La base de l'exercice, ici, c'est de trouver par rapport à f de x qui était sinus x, hein, on avait sinus x ici, voilà, par rapport à sinus x, c'était de trouver l'inverse, 1 sur f de x. Sinus x c'était f de x, et il fallait trouver l'inverse, g de x. Bon. Ouais, on est d'accord. Et là, on avait bien sûr un y, hein, y égale 1 sur f de x, qui est g de x. Voilà. Oui, ce qui veut dire que si f de x égale sinus x, g de x est égal à 1 sur sinus x. « 1 sur sinus x est ce qu'on appelle une fonction. Je l'ai dit, c'est une fonction. Donc, hein, j'ai expliqué ce que c'était qu'une fonction au départ. 1 sur sinus x est une fonction, bien sûr, qui va donner y. Mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que ça, c'est quand on est en coordonnées rectangulaires. J'aurai une fonction, j'aurai une coordonnée, je serai en coordonnées rectangulaires. Et si on est en coordonnées rectangulaires, l'inverse du sinus va donner la coséquente de x. La coséquente de x. Parce que je suis en coordonnées rectangulaires. Parce que maintenant, si je suis en coordonnées polaires, si je fais 1 sur sinus θ égale ρ, là j'ai toujours une fonction. Heureusement, j'ai toujours une fonction qui est une droite, si vous voulez, une droite, le sinus sera une droite, si j'ai l'axe OX comme ceci, j'aurai une droite passant par 1. Par 1. Voilà. Là, c'est une fonction. Heureusement, 1 sur sinus θ est une fonction. Parce que si je prends de la chance, si je prends en coordonnée 1 sur cosinus x, l'inverse du cosinus, là, j'aurai une fonction. Mais si je construis ρ est égal à 1 sur cosinus θ, là, on est bien en coordonnées rectangulaires. Là, je suis en coordonnées polaires. Hein. Ce n'est plus une fonction, puisque dans un repère cartésien, ce n'est plus une fonction. Si je retourne en coordonnées cartésiennes, ceci n'est plus une fonction, parce qu'en fait, si je retourne en coordonnées cartésiennes, j'ai une droite qui passe par 1, et là, on voit bien que pour un x, pour plusieurs x, j'ai toujours le même y, qui vaut toujours 1. Donc, en coordonnées polaires, oui, ce sera une fonction. Entre ρ et θ, en coordonnées polaires, ce sera une fonction. Mais si je retourne des coordonnées polaires vers les coordonnées cartésiennes, ben, je ne peux plus dire que c'est une fonction, ceci. Ouais. Donc, si je fais une transformation de coordonnées polaires en coordonnées rectangulaires ou cartésiennes, c'est plus une fonction. Alors que 1 sur cosinus x en coordonnées rectangulaires est une fonction. Puisque là, ça va donner une courbe spécifique, alors, qui est la séquente, puisque s'il existe 1 sur sinus x, la coséquente, 1 sur cosinus x, c'est la séquente. Séquente. Voilà, la séquente, c'est une fonction. Alors que ρ 1 sur cosinus θ, oui, en coordonnées polaires, c'est aussi une fonction, hein, entre ρ et θ, mais si je retombe en coordonnées rectangulaires, de la transformation ici de polaire rectangulaire, donc ça veut dire que si je remets un axe xy, c'est plus une fonction. C'est plus une fonction, puisque c'est une droite qui passe par x égale 1.
Alors que celui-ci, 1 sur sinus x va donner 1 sur sinus x, 1 sur ρ est égal à 1 sur cos θ, va donner une droite y égale 1. Ça, c'est pour 1 sur sinus θ. Ρ est égal à 1 sur sinus θ va donner y égale 1. Alors que 1 sur cos θ donne x égale 1. Donc, si on retombe on repasse de coordonnées polaires et je remets un axe xy, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je n'aurai plus une fonction. Pour 1 sur cos θ, en coordonnées, si je retombe en coordonnées rectangulaires, je n'aurai plus une fonction. Bon, ce qui est une fonction en coordonnées rectangulaire, 1 sur cos, y égale 1 sur cosinus x, ne l'est pas si on passe d'un repère polaire à un repère cartésien, ne l'est pas forcément. Donc vous voyez qu'ici, je n'aurai plus une fonction, puisque c'est une droite. Ici, ce sera la séquente, et là, ce sera une droite. Rho 1 sur cosinus θ, c'est une droite. Mais en repère polaire, il n'y a pas de problème. Si on fait l'étude entre θ et ρ, on verra bien que ρ a au plus une image, hein, ou au plus une image, 0 ou 1. Voilà. 0. Θ a au plus une image. Θ a au plus une image. Voilà. Par contre, si je le dessine sur un repère xy, là vous verrez que c'est la droite x égale 1. X égale 1, c'est pas une fonction. Parce que pour un x, j'ai plusieurs pour x. Voilà. En fait, j'aurai toujours x égale 1. Quel que soit y. C'est plutôt ça qu'on va voir. X égale 1 pour, voilà, quel que soit le y. Quel que soit y, x vaut 1. Donc ici, pour 1, j'ai une infinité d'images. Donc c'est pas une fonction en xy. Voilà. Donc 1 sur cosinus θ, ρ est égal à cosinus θ. Si je reviens en coordonnées cartésiennes ou coordonnées rectangulaires, c'est pas une fonction. Alors que 1 sur cosinus x qui est là, séquente, la séquente de x, c'est une fonction. Donc attention à ça. Attention à vos transformations de coordonnées. Si vous êtes en coordonnées polaires, coordonnées rectangulaires, c'est pas la même chose. Déjà, c'est pas les mêmes graphiques. C'est pas les mêmes graphiques. Et si vous repassez, si les fonctions en polaire, il n'est pas forcément bien un retour en cartésien, il ne sera pas forcément une fonction. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc maintenant, il suffit juste de tracer la fonction. On a tracé la fonction 1 sur f de x ou f de x est sinus x. Eh bien maintenant, je vais effacer tout et bien faire apercevoir la fonction coséquente qui est l'inverse de sinus x. Donc je vais enlever le sinus parce que j'ai construit la coséquente par rapport au sinus. Donc j'enlève le sinus. Voilà. Sinus qui veut dire pli. Hein. Ça veut dire pli. Un pli. Voilà, un pli, voilà. Je sais bien que dans le corps, il y a le sinus. On parle des sinus quand il y a une inflammation des sinus. Comme on parle, par exemple, de certaines maladies, on hit quand on a une inflammation. Par exemple, sinusite, inflammation des sinus, pour l'une ou l'autre raison. Parce que les sinusites peuvent venir de beaucoup de choses. Hein. C'est pas forcément dire on peut avoir une sinusite bactérienne, qu'on peut avoir une inflammation des sinus quand on a allergique, je veux dire, à voilà, certains produits, voilà, de tolérance de certains produits chimiques, par exemple. Voilà, donc la sinusite, c'est pas forcément propre à ce que vous pouvez croire une infection bactérienne voilà, au niveau des sinus. Donc sinus qui veut dire pli. Et donc maintenant, je vais dessiner la coséquente correctement. Voilà la coséquente. Avec un minimum ici, hein, en 1. Ici, bien sûr, on est en 1. Voilà, ceci j'enlève. Voilà. Bien sûr, bien mettre les asymptotes verticales. Voilà, asymptote verticale. Voilà. De nouveau ici, en pi demi, ça fera moins 1. Donc ici, on sera en, là en étant 1, là en moins 1,
Donc j'aurai un maximum ici. Voilà. Voilà. Alors l'axe il est ici, X, Y, il est là, l'axe X, ça j'efface, ça je dois effacer. Voilà, bien mettre ici ceci, dans un top vertical. Voilà, et ainsi de suite. Hein. Ainsi de suite. Par là, par là. Bon, je rajouterai une dernière chose, comme la fonction sinus était impaire, mais la fonction conséquente est aussi impaire. Hein. Parce que vous voyez qu'ici, il est au premier cadran, ici, et on a la même représentation graphique, mais retournée au quatrième cadran. Donc, fatalement, elle est impaire. Donc, on a une symétrie par rapport, si vous voulez, à l'origine. Et ainsi de suite. Bon, voyons voir un petit peu plus les caractéristiques, et puis j'en terminerai ici avec cette vidéo. Donc ici, on a décroissance, une croissance, une croissance, décroissance. Fatalement, parce qu'ici, on a ce qu'on appelle un maximum. Là, on a une décroissance, là, on a une croissance, on a un minimum. Voilà. En plus de ça, bon, la fonction est impaire, voilà, ça je l'ai dit, donc on a une symétrie par rapport à l'origine, mais elle est symétrique par rapport à l'axe de symétrie. Cette branche-là est symétrique par rapport si vous voulez, ou à un axe qui passerait par le minimum. Tout comme celle-ci est symétrique par rapport à une branche d'axe qui passerait par le maximum. Donc on a une symétrie ici. On a un axe de symétrie par rapport à la courbe elle-même, qui passe par le minimum ici, qui passe par le maximum à chaque fois ici. Voilà. Voilà. Et voici tracé, si vous voulez, la fonction inverse du sinus. C'est l'inverse du sinus qu'on appelle la conséquente. Bien sûr, conséquente de x. X qui est un argument, bien sûr, en radian. Hein. X est un argument en radian. Bon, maintenant, autre chose. Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est une fonction cyclométrique. Périodique, pardon. Elle est périodique. Si elle est périodique, ça veut dire que ce tracé ici doit être le même que celui-là. Doit être le même que celui-là. Doit être le même que celui qui va se trouver ici. Voilà. En fait, c'est simplement le dessin ici est représentable à tout le... voilà. On va dire, ici, on a pi. C'est un décalage. Ici, si je commence... si je prends de 0 à moins pi, là, on a pi. Là, on a 2 pi. Pi, 2 pi. On aura 3 pi, moins 2 pi, etc. Ce qui veut dire que
ce qui était en 0 moins pi va être décalé en pi plus 2pi, en 3pi plus 4pi. Non, ce qui est entre moins pi et 0 va être décalé de pi à 2pi, de 3pi à 4pi. Bien sûr, de moins 2pi à moins 3pi. Ça veut dire que pour aller de moins pi à pi, j'ai dû faire plus de pi. Parce qu'en fait, elle est périodique de période 2kpi. Donc, moins pi plus 2pi, je suis à pi. 0 plus 2pi, ben, je suis à 2pi. Si je fais pi plus 2pi, ce qui fait bien 3pi. 2pi plus 2pi, ça qui fait bien 4pi. Maintenant, je peux faire moins. Moins pi, moins 2pi, ce qui fait moins 3pi. Et 0 moins 2pi, ce qui fait moins 2pi. Voilà. Donc, elle est périodique de période 2pi. La conséquente est périodique de période 2pi. Maintenant, je peux le faire pour lui aussi. Hein. Là, j'avais toutes ces courbes-là qui étaient au-dessus de l'axe, qui étaient positives. Tout ceci, bien sûr. Là, je viens de faire celle qui donnait, bien sûr, des Y négatifs. Les Y négatifs. Là, donne des Y négatifs. Là, les Y étaient négatifs. Voilà. Voilà. Et toutes celles qui donnent des Y positifs, ben, elles vont de, par exemple, ici, j'ai pris de moins pi à 2pi, c'est positif. Donc, ça va se représenter tous les 2pi plus loin aussi, ou 2pi à 2pi près. 2pi près, c'est-à-dire soit plus 2pi ou moins 2pi. 2kpi, on va dire 2kpi, avec k appartenant à z. Plus 2kpi, c'est plus facile. Comme ici, c'est plus 2kpi, hein, on va dire ça, c'est plus facile de dire ça comme ça. Plus 2kpi, avec k appartenant à z, bien sûr, ce qui permet d'avancer ou de reculer. Donc ce dessin-là peut permettre d'être avancé de 2pi, de kpi, ou d'avancer ou de reculer de 2kpi. Si l'avance k est positif, s'il recule, k est négatif. Ici, on peut faire la même conclusion. Tout ce qui est positif ici, c'est-à-dire au-dessus des y positifs, hein, au-dessus des y, de l'axe des x, au-dessus de l'axe des x, ce sont des y positifs. Et là, si j'en prends un, je prends celui-ci par exemple de référence, mais celui-ci était décalé d'une période de kpi, plus 2kpi, parce que c'est périodique de période de kpi. Ce qui veut dire que k appartient à z, c'est-à-dire que si k est positif, on ira à droite, si k est négatif, on ira à gauche. Voyons voir. Ici, je suis entre moins 2pi et pi, moins 2pi plus 2pi, ce qui fait 0, on retombe en 0. Bien, effectivement, on aura la branche là qui va se représenter ici, à partir de 0, voilà, et à droite de 0, et de moins pi plus 2pi, 2pi moins pi, ce qui fait pi, on aura de 0 à pi, voilà. Maintenant, si je fais 0 plus 2pi, ben, on aura 2pi, on est bien là, cette branche-là, puis 0 plus 2pi, ce qui fait 2pi, je l'ai dit, et cette branche-là, on va tendre vers pi. Donc si l'asymptote est en pi, pi plus 2pi, ce qui fait 3pi, effectivement, en 3pi, j'ai la branche, et voilà, j'ai ceci, et ainsi de suite. Donc le prochain, si vous voulez, ce sera de 4pi. Donc ici, j'irai 0 à pi, 2pi à 3pi, puis la suivante, c'est la branche suivante, c'est de 4pi à 5pi, voilà, et ainsi de suite. Donc ici, j'aurai 0 pi, 2pi, 3pi, le suivant 4pi, 5pi, le suivant, donc on aura, ici c'est comme si on avait 0 pi, 1 pi, 0, 1, de 1 à 2 non, de 2 à 3 oui, de 3 à 4 non, de 4 à 5 oui. Donc, ce qui veut dire, si je devais faire un tableau, et traité par récurrence 0, 1, 0, pi, 1 pi, on est y positif. Ça veut dire qu'on est au-dessous de l'axe. Hein. Alors, 1, 2 pi, y,
négatif. 2pi, 3pi, y. Oui, ici on a bien 1pi, 2pi, négatif. 2pi, 3pi. Je le fais que pour les x positifs, hein. Vous pouvez conjecturer pour les x négatifs. Hein. Voilà, bon, et j'en terminerai avec ça pour la vidéo. Donc 2pi, y positif. 3pi, 4pi, y négatif. 4pi, 5pi, y positif. Et grâce à ça, on peut conjecturer. Hein. Se dire quand est-ce qu'il sera positif, quand est-ce qu'il sera négatif. Donc 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc le suivant, ce sera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, et ainsi de suite. Ça, on aura des Y positifs. Pour les Y négatifs, on commence à 1, 1, 2, ouais, c'est le début qui fait tout. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Attention qu'ici je me suis trompé. 2, 3, 4, 5. Je me suis trompé, bien sûr. Ouais, parce que c'est 4, 5. Pour positif, 6 pi, 7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi, 11 pi. Voilà, là on est bon. Là, les Y seront positifs. Maintenant, pour les négatifs, c'est... On commence à 1 pi, 1 pi, 2 pi. Voilà, Y est négatif. Alors, et là, c'est un peu la même chose. Ce sera 3, 4. 1, 2, 3 pi, 4 pi, Y négatif. 4. Alors, on aura 3, 4, 5, 6, Y négatif. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi, 8 pi, Y négatif. 9 pi, 10 pi, Y négatif. 11 pi, 12 pi, Y négatif, et ainsi de suite. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, on a 1, 3, 5, 7, 9, 11 qui sont des nombres entiers. Et là, on a 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je peux écrire que ici, on a K, Kpi et, on va dire, K plus 1 pi. Voilà. Avec, on va dire, K égale 1. Avec le premier K qui vaut 1, si vous voulez. Premier K qui vaut 1. Pour commencer, oui, il faut le point de départ. Là, K vaut... avec K, comment? Avec K qui appartient, si vous voulez, à... à 1, pour avoir les Y négatifs à partir des X positifs, K doit valoir 1 jusque l'infini. Donc on aura 1, 2, 1, 2. En d'autres termes, là je peux le mettre impair. Pour l'avoir impair, c'est 2K plus 1. Là, pour l'avoir impair, je vais mettre 2K plus 1. Pi. Et là, je vais mettre pair, c'est-à-dire K. Kpi. Alors si je commence en 0, 0 fois 2 ça fait 0, voilà, ici, voilà, donc ça fera 0, plus 1 ça fait 1 pi, 1 pi, on a
j'ai bien un pi, mais pour avoir là, ici, ce sera 2k plus 2. Si k vaut 0, ça qui fait 0, plus 2, ça fait 2. Si k vaut 1, 2 fois 2, 2, plus 2, 4. Si k vaut 2, 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Si k vaut 3, voilà. Donc ici, k appartient, si vous voulez, au naturel. 0 compris. Bon, ça c'est pour les x positifs, je peux le faire pour les x négatifs, bon ça va être la même chose. Hein. Là, à ce moment-là, je peux changer ceci en mettant k appartenant à z. À z, pour avoir les x négatifs aussi. C'est-à-dire pour avoir la partie. Je n'ai fait que l'étude de la partie, là, les répétitions de, voilà, de ceux qui sont à partir des x positifs. Hein. Maintenant, pour avoir ceux des x négatifs, je peux faire intervenir non pas k appartient à n, mais k appartient à z. Mais je conjecture déjà pour les x positifs pour voir la formule, à quoi elle pourrait ressembler. Si k vaut 0, 0 plus 1, ça fait 1. 1 fois 2, ça fait 2 plus 1, 3, c'est juste. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. 4 fois 2, 8 plus 1, 9. 5 fois 2 plus 1, 5 fois 2, 10 plus 1, 11. Donc c'est juste, c'est juste. On a bien tout ceci. Et maintenant, pour conjecturer, pour avoir aussi les négatifs, je ferai ça. Hein. J'aurai les négatifs aussi. J'aurai la partie, toutes les branches, toutes ces branches-là, mais du côté négatif par là. Donc tout ce qui serait y positif, ici c'est les y, les y négatifs, j'aurai les y négatifs, mais pour les x négatifs aussi. Parce que je n'ai fait que l'étude à droite, c'est-à-dire les y négatifs, ceux qui donnent les y négatifs, mais pour les x, bien sûr, positifs. Maintenant, si je veux conjecturer pour les x négatifs, je mettrai k appartient à z. Voilà. Je fais la partie pour ceux donnant les y positifs. Bon, ce serait... Je vais faire la même étude qu'ici, pour k appartient à n. Pour avoir 0, ce serait 2k. Oui, 2k pi. Pour avoir 1, 0, c'est 2k plus 1. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie donnant les x positifs. Et puis, je vais le faire pour tous les x possibles. Donc, on a dit, là, j'ai 2k pi. Et là, 2k plus 1 pi. Voilà. Bon, je vais faire avec les k appartient à n, c'est-à-dire ceux qui sont avec les axes positifs. Déjà pour voir si ça marche. Bon, si je mets 0, 0 fois 2, ça fait bien 0. 0 fois 2, ça fait 0 plus 1, ça fait bien 1, c'est juste. Si k vaut 1, 1 fois 2, 2. 2 fois 1 fois 2, 2. Plus 1, ça fait bien 3, c'est juste. Si k vaut 2, 2 fois 2, 4, j'ai bien 4. 4 plus 1, ça fait bien 5. 3 fois 2, ça fait bien 6. 6 plus 1, ça fait bien 7, etc. Donc c'est juste. Maintenant, je vais conjecturer avec Z. Si je fais K appartenant à Z, eh bien, donc j'aurai, voilà, ce sera ça. Donc, pour avoir les parties qui se trouvent en bas, c'est 2K plus 1 pi, 2K plus 2 pi, l'intervalle 2K plus 1 pi, l'intervalle 2K plus 2 pi. Si je veux les parties qui se trouvent au-dessus, c'est tous les intervalles 2K pi, 2K plus 1 pi. Voilà, et là j'aurai tous des Y positifs. Donc c'est-à-dire j'aurai les branches au-dessus. Donc avec ça, je sais trouver toutes les branches au-dessus, celles qui seront au-dessus. Avec ça, je sais déterminer celles qui seront en bas. Et ça, quel que soit x positif ou x négatif, parce que je l'ai fait pour
k appartenant à z. Bon, je vais quand même vérifier si k vaut moins 1, moins 2, 2 fois moins 1, moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Donc on aura moins pi. Et effectivement, en moins pi, j'ai une branche négative. Alors, moins 1 fois 2, moins 2. Moins 2 plus 2, ce qui fait 0 pi. Et effectivement, j'ai bien la branche là. Pour k égale moins 1, j'ai cette branche là. Donc c'est juste. Et donc je peux conjecturer pour les autres. Voilà. Maintenant, je vais regarder pour les négatifs, pour les x négatifs ici. Donc je vais prendre k égale moins 1, ce qui fait moins 2 pi. Et là, on aura moins pi. Donc moins 2 pi, moins pi. Et effectivement, en moins 2 pi, moins pi, j'ai bien une branche positive. Donc c'est juste, tout est juste. Voilà, je terminerai cette vidéo ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse de sinus x, qu'on a attribué à un nom qu'on appelle la coséquente, de x. La coséquente de x. Donc, voilà, je terminerai en salissant mon graphique, parce que tout a été visionné, tout a été mis dans les règles de l'art pour poser tout ce qu'il fallait faire pour les explications. Donc maintenant, je peux détruire mon graphique en inscrivant tout simplement que tout ça, c'est ce qu'on appelle la coséquente de l'argument x étant donné en radian RAD ou RD, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça c'est la conséquente de x qui est, si vous voulez, la conséquente qui est l'inverse du sinus. Voilà, je vous remercie beaucoup.